Nous terminerons avec le dessert et une séance de dédicace, puisque tous les livres dont on va parler ce soir sont disponibles ici, en vente, et évidemment, vous pourrez profiter de la présence de Jean-Luc pour une dédicace. Et donc, pour cette rentrée, c'est bon, pour moi toujours un plaisir d'accueillir et de pouvoir vous présenter Jean-Luc Coitalem. Alors, je dis toujours, et je le répète, et ce que je vais dire, c'est pas parce que c'est un ami, mais c'est sans doute une des plus belles plumes de la littérature française contemporaine, que celle de Jean-Luc. Ton itinéraire, donc issu d'une famille d'officiers de carrière, tu suis les traces et les postes occupés par ton père, d'abord à Tahiti, où tu vis jusqu'à l'âge de 8 ans. Et tu déménages après et tu vis jusqu'à 15 ans à Madagascar. Donc on voit déjà un petit peu se profiler quand même cette propension au voyage. Et puis après, de retour à Paris, tu entames des études de littérature et notamment dans le milieu de l'édition, où tu entames ta carrière avant de te tourner vers le journalisme en publiant des reportages de voyage, notamment pour des revues comme Grand Reportage, Vogue France, Le Figaro Magazine, et depuis 2000, pour le magazine Géo, que tout le monde connaît, où tu occupes actuellement le poste de rédacteur en chef adjoint. Oui, c'est vrai qu'adjoint, c'est une précision que tu fais bien de noter. Voilà, j'aurais dû m'abstenir. Mais parallèlement, évidemment, au journalisme, tu as signé une vingtaine d'ouvrages depuis 1988 à peu près, et de scénarios de BD, notamment avec Loustal. Alors, parmi les ouvrages, on peut citer Suite indo-chinoise, paru en 99 au Dilettante. Alors, un très beau livre, un essai plutôt, La consolation des voyages, en 2004, une sorte de déambulation à travers l'idée de l'exil, du voyage, du retour, etc. Plus récemment, et ça on en dira un mot ce soir, Nouilles froides à Pyongyang, publié en 2013, qui relate sous forme de récit ton voyage en Corée du Nord en 2012. Alors forcément, on en dira un mot, parce que c'est d'actualité aussi. Et enfin, donc, les deux derniers livres qui nous retiendront ce soir, plus particulièrement, Mes pas vont ailleurs, qui vient de sortir, donc il y a quelques semaines, chez Stock, sur les traces d'un auteur qui te hante depuis pas mal de temps. Et puis, cette réédition d'un texte, d'un récit enquête, j'ai envie de dire, sur les traces de Paul Gauguin, que tu avais publié initialement en 2001 sous le titre « Je suis dans les mers du Sud ». Pour moi, la littérature fait partie d'un travail de réparation et puis d'enquête, de détective. Et c'est vrai que quand je me suis intéressé à Paul Gauguin, ou quand je me suis intéressé à Victor Ségalen, qui est donc un auteur brestois, je suis allé sur leurs traces. Je suis allé en Polynésie, je suis allé à Panama, je suis allé en Martinique, je suis allé au Danemark, je suis allé en Bretagne, évidemment. Et puis je suis allé en Chine à plusieurs reprises pour Victor Ségalen, comme si il y avait chez moi un besoin de rattraper, hein, et de mettre des mots sur une disparition fondamentale pour nous, qui prend plusieurs visages, tour à tour, celle de Gauguin ou celle de Ségalen, qui sont des personnages mystérieux, on en parlera tout à l'heure. Pour répondre plus précisément à ta question, c'est vrai que le fait aussi d'avoir été un enfant de militaire, ce qui n'est pas forcément une chance, a fait qu'on changeait très souvent de ville, donc on changeait de garnison, donc on changeait de maison, on changeait d'école, on changeait de petite fiancée, on changeait de température, on changeait de météo. Et d'une certaine façon, on était toujours étrangers, puisqu'on venait et on repartait. On était des sortes
Roman Ischel sans roulotte. Et le fait d'être étranger, alors étranger à cette région, à cette ville qui allait de toute façon disparaître, ajoutait aussi une inquiétude parce que qu'est-ce que le réel finalement, qu'est-ce que la réalité puisqu'elle va disparaître dans 2 ans, 3 ans. Quelle est cette autorité? Quel est ce chemin obligé de prendre? Quel est ce rapport à l'autre, au voisin? Puisque de toute façon, dans 2 ans ou 3 ans, ça n'existera plus. Donc il y avait aussi, plus profondément, alors peut-être que j'intellectualise beaucoup, mais il y avait quand même ça. Qu'est-ce que finalement le réel? Qu'est-ce que c'est que ce réel qui nous est imposé, mais qui peut être subtilisé ou effacé, d'où peut-être ce voyage en Corée du Nord, qui est aussi un réel imposé et qui au fond peut-être n'existe pas vraiment. Pour les gens qui y sont, hélas, ça existe. Mais voilà. Donc la littérature est devenue, en tout cas la lecture, mais c'est une lecture très banale, je dirais, de lire Jules Verne, de lire Bob Moran dans la collection Marabout, de lire Tintin, de lire Spirou. J'étais abonné à Spirou et on recevait par les postes aériennes un Spirou plié en 2 parce qu'ils le mettaient dans une sorte d'enveloppe jaune. Et donc avec le nom en bleu là sur l'adresse et le nom, et on recevait à Tahiti ou à Madagascar ces Spirou. Voilà, il y avait tout d'un coup une narration qui se mettait en place, et je dois dire qu'on était au fond très seuls. On était très seuls. Je me souviens à Madagascar, on était très seuls parce qu'on était blancs et que nous étions dans un pays qui n'était pas blanc. Nous étions seuls parce que nous étions francophones, dans un pays qui l'était un peu, mais pas. Il suffisait de faire 5 km, 10 km pour que les gens parlent autre chose que notre langue. Et puis, nous étions aussi des enfants de militaires, donc c'était quelque chose d'un peu à part. Donc, la littérature, en tout cas la lecture, devenait un baume, un filtre. Je dirais un filtre F-I-L-T-R-E, mais un filtre P-H, c'est-à-dire quelque chose qui tout d'un coup nous emmenait quelque part dans notre langue, dans notre imaginaire, dans des choses qu'on avait entrevues ou connues, et il y avait quelque chose d'assez dufteux finalement dans le fait de lire. Et je me souviens que mon grand-père maternel, cette fois, quand nous sommes partis à Madagascar, m'avait offert 4 livres de poche que j'ai toujours. Ce sont 4 Jules Verne, 20 milieux sous les mers, Les tribulations d'un Chinois en Chine, Voyage au centre de la Terre, et Michel Strogoff, avec les illustrations, je crois, de Granville ou quelqu'un comme ça. Et ces 4 livres de poche me semblaient être de formidables trésors contre la solitude, contre l'isolement, contre le fait d'être différent, finalement, d'une certaine façon. Ce qui caractérise, à mon sens, tes livres, c'est toutes ces petites choses. Alors, ça peut être des cartes, ça peut être des photos, puisque au départ de ton livre sur Gauguin, c'est une photo que tu retrouves, que tu trouves, oui, qui va t'emmener sur finalement. Oui, c'est une salle des ventes à Drouot, où il y a des papiers qui sont rapportés vraisemblablement ayant appartenu à Victor Ségalen, et dans ces papiers il y a une photographie. Cette photographie est mise aux enchères. Elle représente une Tahitienne avec la fleur à l'oreille, une tresse de cheveux et puis une robe missionnaire. Cette femme n'est pas très belle, mais cette photo est mise en vente en 1998 ou 1999. Et je suis avec mon frère, et mon frère et moi, nous décidons de l'acheter. Bon, je ne sais pas ce qui nous prend. Du bon, on va l'acheter. Au moment, ok, je dis, c'est toi qui payes. Il me dit, ouais, je paye. C'est encore mieux. Et elle fait quand même 1650 francs à l'époque. Donc, en euros, ça fait 500 euros. Non, 250 euros. Quoi. 250 euros.
Et donc on achète cette photo et je suis très intrigué par cette photo parce qu'il y a un nom derrière, Elena Suas. Et je me dis, bon, c'est quand même étrange que quelqu'un ou quelqu'un successif ait gardé depuis 1880 ou 1890 la photo d'une femme inconnue qui s'appelle Elena Suas. Et donc je commence à faire des recherches. À l'époque, Internet n'est pas très développé, mais je commence à faire des recherches et je m'aperçois que cette photo, en fait, de femme est liée à l'histoire de Gauguin. Que Gauguin l'a fréquentée. Que Gauguin en parle dans sa correspondance. Brièvement, mais il en parle. Et donc, voilà, tout d'un coup, je tire le fil. Alors là, la disparition aussi, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai pas ça, enfin bon, voilà. Et je tire le fil et je m'aperçois qu'en fait, il y a une toile qui a été peinte par Gauguin de l'enfant de cette femme. Et je prends mes renseignements, je regarde, je consulte, et cette toile est à Otterlo, au musée d'Otterlo, en Hollande. Et donc, je prends ma voiture et je me tape 700 bornes pour aller voir cette toile. J'ai dans ma poche la photo de cette femme. 1650 francs, je ne voulais pas me la lâcher comme ça, il fallait qu'elle me donne, c'était comme un indice, une preuve de quelque chose. Et le musée Otterlo, le musée de Kröller-Müller, est un musée qui est entièrement, ou quasiment, dédié à Van Gogh. Donc j'avais des Van Gogh, mais moi je m'en foutais, moi je voulais voir Gauguin. Et finalement, dans une toute petite salle, il y a 3 toiles. 2 toiles ou 3 toiles? 3 toiles, je crois. 3 toiles de Gauguin. Et j'arrive devant la toile qui est liée. Et là, cette toile est horrible. C'est un enfant mort qui est peint. Et en fait, et c'est son fils, à Elena Suas. Et donc j'avais devant moi un enfant mort de peinture, la photo de sa mère dans ma poche, et moi qui étais un peu comme un funambule sur ce truc, sur cette histoire, ne sachant pas. Et donc je fais un geste surréaliste, mais là je suis à Bruxelles, donc vous me comprendrez, je sors la photo et je plaque la photo de la mère sur l'enfant. Le vigile arrive, et je dis non mais bon, je fais un truc un peu chamanique là, non, il me dit bon vous sortez, vous dégagez, etc. Et en plaquant cette photo de 1891 ou 12, représentant une femme, une Tahitienne, tout d'un coup sur son enfant mort, Atiti, et moi vivant finalement, entre les deux, ça déclenche l'idée d'écrire un livre. Voilà. Et ça sera sur les traces de Paul Gauguin qui commence sur cette histoire, qui est très ténue et dont je pense à tort que Atiti, le petit garçon mort, est en fait le fils de Paul Gauguin. Parce que je me suis dit, il ne va pas peindre un enfant comme ça. Bon. Le livre explique que ça n'est pas, évidemment, que ça n'est pas le fils de Paul Gauguin. Gauguin a eu des enfants, mais pas celui-là. Donc je reste dans un hôtel d'ailleurs qui était très agréable, il n'y en a que 2. Et on me dit, écoutez, la parcelle de Gauguin va être déblayée au bulldozer. Ça serait bien, si ça vous amuse, d'être là, venez. J'y vais, et effectivement, le bulldozer déblaye la brousse de la parcelle de Gauguin, et à un moment, la lame du bulldozer tape sur quelque chose. Ils arrêtent, ils regardent, et là, il y a un début de maçonnerie, et ils s'aperçoivent que c'est le puits de Gauguin. Parce que sur sa parcelle, il avait un puits, et on sait qu'il avait jeté des choses dans le puits. Et donc, ils vont remonter avec une pompe électrique, jusqu'à 3 mètres du sol, ils vont remonter des choses, alors du sable, de la gadoue, tout ce que vous voulez, et puis une fiole avec des dents, un ressort de charrette. Or, on sait qu'à la fin de sa vie, Gauguin ne marchait plus et avait une petite carriole. Des fonds de bouteilles avec de la peinture cristallisée au fond. Et puis, une seringue. Une seringue qui est cassée avec une ampoule à morphine, et on sait que Gauguin est mort d'une overdose de morphine.
non pas qu'il ait été drogué, mais il avait sa jambe, d'ailleurs c'est un point commun avec Ségalen, avec la jambe, j'en parlerai tout à l'heure, il avait sa jambe cassée, sa cheville qui était cassée, et il souffrait terriblement, et il se fournissait en morphine, il s'injectait de la morphine pour essayer de supporter, parce qu'avec l'humidité, les pluies, la température, une cheville qui était mal réparée, et donc il s'injectait de la morphine. Et on sait que quand ils ont trouvé Gauguin en mai 1903 mort sur son bas-flanc, il y avait une ampoule de morphine et une seringue. Et tout d'un coup, j'ai dans la main une putain de seringue et je me dis mais merde, mais si ça se trouve, c'est la seringue avec laquelle Gauguin est mort. Et là, il y a plus de temps. C'est-à-dire, il y a plus chez le 19e, il y a plus même de mort. C'est tout d'un coup une présence incroyable. Et tout d'un coup, j'entre dans la maison du jouir. Je suis là, avec cette seringue dans la main, et Gauguin est présent. Alors, ça se soigne très bien, ce genre d'hallucination, hein, mais littérairement, ça vous aide à faire votre livre parce que vous avez des sortes d'illuminations. Tu es très sensible, justement. Je suis très sensible, je suis bien d'accord. à toutes ces, non mais aussi à toutes ces coïncidences, ces remontées dans l'œuvre, des petits détails. Qui font avancer l'écriture aussi. Oui, alors après, évidemment, c'est des prises, hein, parce que quand vous écrivez, vous êtes un peu comme un alpiniste, il faut trouver des prises à chaque fois pour monter la paroi, et chaque trouvaille est une prise, finalement. Et tout d'un coup, la photo de Helena Suas me permet de développer ça sur 30 pages, ou 20, la seringue qui peut-être, même sûrement, a tué Paul Gauguin, me permet d'écrire. C'est-à-dire, voilà. Tout d'un coup, le réel me donne quelque chose, mais ça n'est pas un réel de la réalité présente, c'est aussi un réel qui est gros, hein, j'en reviens là-dessus, qui est gros de quelque chose d'autre, hein, qui est donné par l'histoire, les coïncidences, les confluences, les résurgences. Et je pense que, en fait, nous sommes des êtres qui ne sont pas simplement de réel, nous sommes aussi des êtres d'imaginaire. Nous avons j'arrive sur Ségalen d'une certaine façon, nous avons notre part d'imaginaire, nous avons notre part presque non dite, hein, voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je travaille dans un magazine qui s'appelle Géo, et on avait reçu à l'époque un reportage d'une Ukrainienne, un reportage photo d'une Ukrainienne qui s'appelle Irina Kalashnikova. Déjà ça commençait bien, et qui avait photographié Pyongyang. Et mon rédacteur en chef, Tout Feu Tout Flamme, dit bon, on achète ce reportage, mais il n'y a pas de texte. Qui veut aller en Corée du Nord? Alors il faut savoir, pour que les journalistes, voilà, les journalistes, c'est interdit en principe, on ne peut pas aller, ou alors il faut avoir une invitation, etc. Et donc moi j'ai dit, moi j'aimerais bien aller en Corée du Nord quand même, ça me plairait d'aller voir. Mais il faut monter un peu un subterfuge, parce que si vous dites que vous êtes journaliste, vous n'avez pas de visa d'entrée. Et donc j'ai inventé un petit stratagème où j'étais en fait agent touristique. Et donc j'avais créé une société qui s'appelait Travel International, je sais plus quoi, compagnie, et qui était chargée de prospecter pour les agences françaises de nouveaux territoires touristiques. Et donc j'avais fait des cartes de visite et tout, j'avais changé mes répondeurs, il avait été dit à Géo qu'il fallait jamais me passer quelqu'un qu'on ne connaissait pas, voilà. Et donc j'ai fait une demande pour partir en Corée du Nord comme agent touristique. Ça a été accepté. Et un jour, on m'a dit, bon ben voilà, il avait fallu que je fasse un itinéraire.
Et donc j'avais demandé évidemment de ne pas rester à Pyongyang, mais d'aller dans les villes thermales, d'aller dans les montagnes, d'aller sur le bord de mer, parce qu'ils ont la mer aussi là-bas, d'aller voir les sites qui restaient. Ça m'intéressait, ça m'intéressait. Alors j'avais fait déjà précédemment un séjour un peu étrange aussi au Paraguay, où j'étais resté presque 2 mois au Paraguay. Personne ne va jamais au Paraguay, tout le monde va au Brésil ou en Argentine. Bon, moi je suis resté 2 mois au Paraguay. Et donc là, la Corée du Nord, un jour, je reçois un appel et ils me disent « Ok, vous y allez ». Ah, alors là, je commençais à me dire « Merde, là je suis… » Et donc je suis parti. Donc, et au dernier moment, alors si vous lisez le livre, vous verrez, j'ai un de mes amis qui pas très proche d'ailleurs, qui venait d'avoir un accident cardiaque. Sa femme venait de le lâcher. Ils avaient acheté une maison dans le sud de la France. Ils lui avaient construit une piscine en espérant passer leur retraite à Montaulieu, je crois que c'est dans cette petite bourgade. Et puis sa femme est partie. Et donc il était complètement au désespoir. Il me dit bon, il me reste plus que la Corée du Nord. Je viens avec toi. Alors je dis ouais, mais c'est un peu emmerdant parce que quand même si t'arrives un pépin de santé, si tu veux les hôpitaux à Pyongyang, je suis pas sûr que. Il me dit non, mais bon, j'ai rien à perdre, je viens avec toi. Et finalement, cet ami m'a accompagné. Alors le problème de cet ami, c'est qu'il fait 1m86, il n'avait pris l'avion que 2 fois dans sa vie, il ne parle pas anglais, il est d'humeur bougonne, et le vrai problème, c'est que c'est un dandy. C'est-à-dire qu'il est entièrement habillé un peu comme un sapeur zaïrois, il est toujours extrêmement bien habillé. Et il est arrivé à l'aéroport avec une pochette cerise, des chaussures à façon, des chaussettes framboises. Et je me suis dit, oh putain. Alors là-bas, l'homosexualité est punie de la peine de mort. Donc je dis, tu t'assois pas à côté de moi, tu t'assois au fond. Mais j'avais un... Bon, au final, il s'est révélé un compagnon de voyage... très sympathique et très agréable, d'autant que, là encore, tout d'un coup, le fait de parler français tous les deux, c'est un libraire, donc passionné par les livres, donc de parler de littérature, a été tout d'un coup une respiration dans ce parcours complètement ahurissant, avec un moment un auteur belge, donc. Parce que j'avais emporté quelques livres, mais il fallait faire très attention aux livres qu'on devait emmener, parce qu'ils vous confisquent tout, ils vous confisquent évidemment votre passeport à l'arrivée, ils vous confisquent votre ordinateur, ils vous confisquent votre portable. Et comme il n'y a pas d'ambassade de France, il y a une ambassade anglaise, je crois. Vous êtes pieds et poings liés là-bas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir s'ils ne veulent pas que vous sortiez. Je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, oui, et j'avais emporté quelques livres. J'avais emporté Mardi de Herman Melville, qui est un récit d'aventure dans les mers du Sud. Et puis un auteur belge, Marcel Thierry, me disant qu'a priori, je risquais rien avec Marcel Thierry. Je me trompais. Alors évidemment, les hôtels où nous étions les seuls. C'est-à-dire qu'il y avait une chambre, 2 chambres, parce qu'il y a quand même assez peu de touristes en Corée du Nord. Parfois les hôtels étaient gardés par l'armée, ce que j'ai jamais réussi à comprendre. Il y avait l'armée qui ceinturait l'hôtel. Bon. Il est arrivé aussi que, en principe, dans votre chambre d'hôtel, vous fermiez la porte de votre côté. Là non, c'est de l'autre côté qui ferme. Mais ça s'appelle une chambre d'hôtel. Bon, voilà. Bon, mais il suffit d'essayer de dormir et on oublie qu'on est enfermé dans la pièce. Et puis donc Marcel Thierry. Et en fait, il n'y a pas d'eau. Non seulement vous mangez très très peu parce qu'il y a très peu de nourriture, mais il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire les robinets, vous tournez, il n'y a pas d'eau. Donc quand je dis il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau dans les chiottes non plus. Hein. C'est-à-dire que voilà.
Et puis par exemple, un petit détail amusant, dans les hôtels, vous avez un sachet de thé le matin, mais pour tout le monde. Et vous avez une préposée au sachet de thé, donc qui vous le met dans votre tasse, tac, 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 et qui fait le tour, parce qu'il y a une telle pénurie de... Voilà. Donc c'est drôle, et en même temps c'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Et donc, j'avais emporté les poèmes de Marcel Thierry. Et on arrive dans un hôtel en province, où nous étions que 2 clients, et on nous dit, vous aurez de l'eau à 19h. Je dis, formidable, ça fait 3 jours qu'on n'a pas d'eau, on va pouvoir prendre une douche. On tourne les robinets à 19h, rien. Vous aurez de l'eau à 20h. 20h, rien. 21h, et là, ça coule. Je remplis ma baignoire d'eau, je prends une bière, parce qu'il y a des bières quand même en Corée du Nord, je prends une bière qui est très bonne, et je me fous dans la baignoire avec Marcel Thierry. En me disant, bon, je vais tuer la soirée en lisant des poèmes, en buvant de la bière coréenne, voilà, seul dans cette espèce de grande baignoire, qui était assez grande, un peu comme un jacuzzi. Et à un moment donné, l'eau refroidit, et donc je rajoute de l'eau chaude avec mes orteils, comme ça, comme on fait parfois. Et à un moment, dans un mauvais mouvement, je fais tomber Marcel Thierry dans l'eau. Marcel Thierry ne flotte pas, Marcel Thierry coule, je le rattrape, c'est un livre de poche aux éditions Petite Vermillon, Table Ronde, je fais ça, puis je dis, qu'est-ce que je vais en faire, rien, je le jette dans la poubelle. Je m'endors, petit déjeuner sommaire, nous quittons l'hôtel, donc cet hôtel était gardé par l'armée avec une guérite et puis un truc qui se lève comme ça. On monte dans l'estafette où nous étions. Donc nous étions 2, cet ami et moi, et 3 Kim. Un Kim chauffeur, qui ne parlait que coréen, un Kim guide, qui parlait français, comme vous et moi, et puis un 3e guide, qui parlait japonais. Donc ça nous arrangeait pas, mais visiblement c'était un chef. Nous partons. Nous arrivons à la guérite avec le truc qui se lève, et à ce moment-là, le téléphone sonne. Ils ont un petit réseau interne de téléphone portable. Le téléphone sonne. Le guide japonais, appelons-le comme ça, fait garer la voiture, commence à parler. Il se tourne vers le guide francophone. Le guide francophone se tourne vers moi et me dit « Pourquoi avez-vous laissé un livre dans la poubelle ?» Oh, je dis parce que c'est illisible, je peux plus, ça sert à rien. Vous ne pouvez pas laisser de livres étrangers dans les poubelles des hôtels. Je dis non mais j'en veux plus quoi, je peux plus le lire. On va le détruire. Il donne l'ordre de détruire le livre. Le livre est détruit, la barrière s'ouvre, nous sortons. Voilà. Bon, j'ai plein d'histoires comme ça en Corée du Nord parce que c'était de mal en pis, mais donc voilà, j'ai fait presque 2000 km en voiture à travers des paysages très beaux, parce que c'est assez beau, sur des autoroutes où il n'y avait que nous, où nous roulions de manière infinie. Le paysage ne changeait pas vraiment, une sorte de couleur un peu biscotte brûlée, vous voyez, un peu comme ça. Et tous les 3 kilomètres, un soldat, un planton, qui nous voyant arriver de loin se mettait au garde à vous et nous saluait parce qu'il pensait que c'était des officiels. Non, c'était que moi et mon grand copain au bord du désespoir, qui me parlait blanquette de veau, bœuf bourguignon, parce qu'il en avait marre. Il en avait vraiment marre de la Corée du Nord. Et tu es resté combien de temps? On est resté une douzaine de jours, mais ça nous a paru immensément long. Parce que même les pauses pipi, par exemple, sont prévues. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter où on veut. Alors le problème, c'est qu'on buvait que du thé ou de la bière. Et à un moment, j'ai dit au chauffeur, celui qui parlait français au chauffeur, j'ai dit non, il faut que je m'arrête là, ça fait 2 heures qu'on roule, on a bu 5 litres de thé, il faut que je m'arrête. Donc, ils se sont arrêtés, j'ai fait pipi,
mais ils m'ont filmé. Ils m'ont filmé en train de pisser sur la route. Donc tout ça devient un peu burlesque, mais toujours inquiétant. Toujours inquiétant. C'est-à-dire jamais on ne pouvait baisser la garde. Et donc j'avais dit à Dominique, qui s'appelle Dominique, je lui dis, évidemment, tu ne dis pas que je suis journaliste, je suis un agent touristique. Et à un moment, il me dit, ou alors dans ton journal, ça se passe comment? Je lui faisais des signes, je dis, arrête parce que l'autre, il entend, là, il parle français. Et donc il a gaffé une fois, quoi. Mais je me suis pas fait arrêter, nous avons fait ce périple, qui évidemment pour moi a été un voyage ahurissant. L'essence même du voyage, c'est qu'est-ce que c'est que l'autre finalement? Qu'est-ce que c'est que... Oui, mais alors justement, toi est-ce que c'était pas difficile pour toi de ne pas pouvoir parler avec les gens, justement, parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est d'aller discuter, de rencontrer les gens. Pas trop. Il n'y avait pas de possibilité, aucune liberté, aucune... Non, parce que les gens s'écartaient, avaient peur de nous, et puis Dominique était habillé comme un milord, donc les gens, ils avaient jamais vu des chaussures qui brillaient à 50 mètres, des costumes, il y avait des costumes à carreaux verts. Alors, les mecs, ils étaient abasourdis quand ils le voyaient au bout des diguettes de rizières, ils comprenaient pas c'est qui ce type. Et les trois Kib avaient peur de lui, donc ils l'appelaient monsieur, et moi il m'appelait Jean-Luc. C'est-à-dire moi j'étais une merde, alors que lui il était, de par sa stature, c'était un monsieur. Donc voilà, j'ai écrit nouilles froides à Pyongyang parce que le plat national, le plat de fête, ce sont les nouilles froides. Et donc notre Kim nous répétait tout le temps, bientôt on mangera des nouilles froides. Alors pendant tout le voyage, on était là, putain, un jour on va manger des nouilles froides. Et on est arrivé à Pyongyang et on a mangé des nouilles froides dans un restaurant spécialisé dans les nouilles froides et c'était assez bon. Parce que c'est un bouillon froid avec un œuf, des petits trucs, etc. Donc voilà, nouilles froides à Pyongyang, si vous voulez connaître la suite des tribulations de Jean-Luc Quattelem en Corée du Nord. Mais ce livre aussi me permet de bifurquer vers Ségalen, puisque dans ce livre déjà, il a donc paru il y a 4 ans, un moment tu évoques Victor Ségalen, tu penses à Ségalen à un moment, en disant, ayant tiré ma chaise pour lire au dernier rayon de soleil, je repense à Victor Ségalen, le grand poète du d'hiver, installé dans sa villa de Pékin. Lorsqu'il savoure du thé sur sa terrasse, déchiffrant un rouleau calligraphié, ou lorsqu'il débourre dans la cour ratissée un cheval mongol acheté au marché. Donc, déjà, Ségalen est là, il est déjà présent dans plusieurs livres, donc il cherchait quelque part la plume de Quattelem aussi, peut-être, pour... Non, il a pas besoin de moi, mais oui, mais c'est un auteur qui est assez peu connu, qui est même un peu chiant à lire, faut bien le reconnaître, mais qui est fascinant. Parce que c'est quelqu'un qui meurt à 41 ans, il a un destin finalement assez rimbaldien, il va écrire sur Rimbaud, il meurt à 41 ans dans la forêt du Huelguat, qui est un vestige de Brocéliande, et sa mort est extrêmement étrange, puisque je ne sais pas si je la raconte, mais sa mort est extrêmement étrange, et aujourd'hui encore, on ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est une mort naturelle. Voilà, bien, on va passer à table, et je vous invite, comme on fait d'habitude, à déguster le repas, et puis on se retrouve au terme du repas avec un micro baladeur entre les tables pour les questions. Je suis sûr qu'il y en aura pas mal. Et au dessert, on lira quand même un petit extrait du livre et puis on passera aux dédicaces. Voilà. Bon appétit et à tout de suite. Merci. Merci à vous. Mais je voulais aussi rajouter que
on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le lien par exemple aujourd'hui avec Simon Leys, le roman, enfin René Leys de Victor Segalen. Je voulais rappeler que un des grands sinologues belges né à Bruxelles, Pierre Ryckmans, qui nous a quittés et qui est mort il y a quelques mois, avait choisi comme nom de plume Simon Leys en référence à René Leys, donc au livre de Segalen, inspiré, on l'a dit, par Maurice Roy, rencontré à Pékin au début du XXe siècle par Segalen. Donc tout ce jeu de double, ce jeu d'imbrication dont qu'on a essayé d'évoquer, eh bien voilà, se poursuit finalement jusqu'à ce Pierre Ryckmans qui était un de nos grands à la fois sinologue, mais écrivain belge, bruxellois, pamphlétaire par moment, puisqu'il avait écrit ce très beau livre aussi, Les habits neufs du président Mao. Voilà, donc c'était aussi pour terminer par cette petite pirouette bruxelloise autour de Victor Segalen. Alors, une autre question. Alors j'espère que j'ai bien répondu à la dame, parce que je sentais une certaine rancœur que je n'ai pas évoqué Bruxelles. Et Bruxelles, pour moi, c'est aussi... mais ça a changé maintenant avec Amazon, etc. C'était une ville où je venais acheter des livres. Et parce que vous aviez des librairies d'occasion qui étaient beaucoup moins chères qu'à Paris. Et donc je suis venu, mais peut-être à 20 reprises, notamment l'été, acheter des livres. Et je me souviens d'avoir acheté un Connaissance de l'Est de Paul Claudel au Mercure de France à 5 €, dans une rue pas très loin de la Bourse, et que je garde toujours précieusement. Donc pour moi, Bruxelles était liée à des fugues amoureuses, le monde de l'enfance et aussi les livres. Et puis j'ai eu longtemps une passion pour un écrivain, alors je ne sais pas s'il est bruxellois, je crois qu'il est Christian d'Autremont. Oui. Christian d'Autremont avec ses logogrammes et ses logoneiges. Il allait dessiner en Laponie des logoneiges. Et je crois avoir l'œuvre complète en édition originale de Christian d'Autremont. Et j'ai même acheté un bonnet Lapon en hommage à Christian d'Autremont, puisque vous saviez qu'il était obsédé par la Laponie, et notamment par une jeune femme dont il était amoureux à Ivalo, une petite ville de Laponie où il allait chaque année. Un jour, j'étais envoyé en reportage en Inde pour faire un sujet assez banal sur les Maharajas du Rajasthan. Et donc, je devais aller pendant 17 jours dans le Rajasthan, et notamment dans le désert du Thar, Thar, aller de palais en palais, où les Rajas, les Maharajas, avaient transformé leur palais en hôtel. Alors il y a des palais qui sont somptueux, Jodhpur, Jaipur, etc., Jaisalmer, qui sont des merveilles. Et puis il y a des petits hôtels, des petits palais tenus par des thakours, qui sont en fait des barons Maharajas, des sous-Maharajas, quoi. Des Maharajas de base. Et donc j'allais comme ça dans une voiture, une ambassadeur, et j'avais une guide, parce que il fallait une guide. Et cette guide, qui était une guide indienne francophone, s'appelait Kalpana. Et au bout de 17 jours, évidemment, à rouler dans le désert, je tombais peu à peu amoureux de Kalpana. Comme tout crapaud tombe amoureux d'une crapaude quand ils sont dans le même bocal. Mais bon, on se parlait le matin, comme ça, tous les deux. Et il fallait qu'on roule très tôt le matin, parce qu'il y avait une température terrible. Donc on se levait à 5 h du matin et on roulait jusqu'à 11 h, midi, puis là on arrêtait. Et évidemment, il y avait un chauffeur qui ne parlait pas français, je parlais français avec elle, et voilà, dans le désert, à parler l'un l'autre, il y avait une sorte de complicité, légèrement amoureuse, enfin on savait pas, quoi. Et Kalpana me dit,
12e jour ou 13e. Alors elle rêvait de moi. Le matin, elle me disait, je rêve de toi. Et moi, je disais, moi, je rêve de vous aussi, bien sûr. Et elle me dit, voilà, en fait, j'ai rencontré jadis un sadhu. Et il m'a donné 17 graines. Ces graines sont des graines magiques. Il suffit de prendre une graine, c'est une graine de lotus, dans la main, de réciter un mantra, et ce que vous demandez, vous l'obtenez. Combien te reste-t-il de graines, Kalpana? Elle me dit, il m'en reste 3. J'ai déjà donné tout au long de ma vie à des gens que j'estimais capables de recevoir cette graine. Il m'en reste 3. Je dis, bon, bah ok. Donc le voyage continue comme ça, dans une sorte d'ambiguïté. Et nous arrivons à Delhi, à New Delhi. Et pour la remercier, je l'invite à dîner à New Delhi. Et je la remercie pour ce voyage. Elle m'avait facilité les choses. Elle avait été vraiment une guide très efficace. Et ce jour-là, au moment du dîner, elle me donne une graine avec un mantra écrit en phonétique. Et elle me dit, à partir de maintenant, tu prends cette graine, tu récites le mantra, tu demandes ce que tu veux, ça arrive. Waouh! Je dis, ah putain, mais c'est dément ton truc. Et ça marche à tous les coups? Ça marche à tous les coups. Ça marche tout le temps? Ça marche tout le temps. Je la remercie, je vais me coucher tout seul à l'hôtel, et j'avais un taxi le lendemain matin pour prendre un avion pour Paris, New Delhi, Paris. Le taxi était très tôt, parce que l'avion était très tôt, et je prends le taxi, et nous voilà partis à à l'aéroport de New Delhi. J'arrive à New Delhi, à l'aéroport, il était 7h ou 8h. Je me dirige vers le comptoir d'enregistrement. Et là, le préposé me dit, vous êtes surclassé. Vous serez en business. Je dis, écoutez, parfait, ça me paraît une bonne idée. Je passe la douane et je me souviens à ce moment-là que mon éditeur, l'éditeur de Grasset, m'avait dit, ramène-moi à tout prix des cassettes de musique indienne classique. Parce que c'était un fanatique de musique traditionnelle. Et je lui ai dit, il n'y a aucun problème, je te ramènerai ça. Et je pensais trouver des cassettes dans la zone free tax, enfin duty free. Mais il était trop tôt, il était à 8h du matin, tout était fermé. Je prends la graine que je serre dans ma main gauche, je récite le mantra et je dis, faites que je trouve de la musique classique avant de partir. Bon, rien ne se passe. Je passe la douane, je monte dans l'avion, et là, comme j'étais surclassé, c'était un Boeing 747 d'Air India, j'étais à l'étage. Il y a un petit escalier et j'étais à l'étage. Je m'assois, je mets ma ceinture, l'avion vrombit en bout de piste, décolle, se stabilise, et là je vois l'hôtesse de l'air qui monte l'escalier en colimaçon avec un plateau. Sur ce plateau, un paquet rouge, enveloppé de papier rouge, métallique comme un... Et elle s'approche de moi et elle me dit, avec les compliments de la compagnie. Et elle me pose le paquet. J'ouvre le paquet, j'enlève le papier rouge, j'ouvre la boîte, et là, 4 cassettes de musique classique indienne. Mais je vois aussi que les autres passagers ont aussi. Comme quoi la puissance de la graine ne faisait aucun... Tout le monde avait ça. Et je comprends en fait que c'est l'année de l'Inde et qu'ils ont décidé de promouvoir la culture traditionnelle de l'Inde et que tous les passagers en business reçoivent ce témoignage-là. Mais ce petit mantra en sanskrit, en phonétique,
je l'ai fait traduire. Et la phrase traduite disait « Sur le chemin, sois ta propre lumière. Sur le chemin, sois ta propre lumière. » Et je pense que c'était ça le cadeau de Kalpana. J'aimerais savoir ce qui différencie le journaliste du romancier voyageur. Et finalement, si dans vos écrits on retrouve la même véracité chez un journaliste dans la façon d'écrire vos livres, ou s'il faut prendre un certain recul par rapport à vos romans. Et alors, la deuxième question, c'est finalement, en tant que voyageur, quels sont les endroits qui vous font encore rêver En tant que journaliste, ça fait quand même presque 35 ans que je suis journaliste, donc le journaliste est un mercenaire. Vous avez une destination, un sujet, quelqu'un à rencontrer, un temps imparti sur place et pour un retour de papier. Donc vous êtes comme un tueur. Vous allez sur place, vous faites votre mission, vous flinguez le gars, vous revenez, vous rendez votre papier et vous oubliez. Il y a quelque chose de très tendu finalement, et il m'est arrivé de faire des papiers en Polynésie ou au Pakistan ou dans le Labrador où en fait j'ai rien vu. En fait je fais mon truc quoi, et je suis très concentré sur ça parce que je sais que je dois voir tel gars ou faire telle chose. J'ai eu par exemple l'occasion d'aller au pôle Sud sur des missions sur des bases anglaises et chiliennes au pôle Sud. Je dois dire que j'ai pas vu le pôle Sud. Je voyais les gens, il fallait que je comprenne, il fallait que je synthétise une information, il fallait que j'emmagasine des noms, des cartes, etc. Donc voilà. Et c'est aussi vite fait, aussi oublié. Vous voyez, c'est un truc, mais c'est agréable aussi. C'est-à-dire, vous êtes en prise, alors, très ségalénien, vous êtes en prise sur un réel. Et le réel doit céder. Vous devez arriver à trouver 15 000 signes, 20 000 signes pour le 20 mars. Voilà. Après, comme écrivain, c'est plus lent, c'est plus interne, c'est plus compliqué. Et puis tout d'un coup, une histoire, une rencontre, sur le moment ne vous paraît pas signifiante, et puis quelque chose va surgir. Et moi, je pars du principe que inventer, c'est se souvenir. C'est-à-dire, j'ai pas personnellement d'invention totale. J'ai pas rien et puis quelque chose. Si j'invente, c'est toujours à partir de quelque chose, un souvenir, un pont entre deux choses, deux rencontres, deux personnes qui vont en venir une, mais c'est emmagasiné. Donc le journalisme, mais ça a ses lettres de noblesse, mais c'est du fast-food. Enfin, selon moi. Hein, après, puis moi je fais pas du journalisme de guerre ou je fais pas du journalisme politique, ça, mais je vais sur mon sujet, je suis très concentré, à la limite même je dors pas parce que je veux pas rater mes trucs, je reviens, je rends mon papier, c'est fini. Un livre comme Gauguin, comme mon livre sur Gauguin, c'est 3 ans de travail. Un livre sur Ségalène, moi je m'intéresse à Ségalène depuis les années 1988 ou 89. Donc c'est quelque chose qui a demandé une maturation, Ça fait partie de la vie finalement. Enfin, ça rentre. Oui, et puis ça devient. Alors c'est ce que disait Conrad. Il dit à un moment les voyages deviennent votre vie, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est votre vie. Ségalène, ce n'est plus un livre sur Ségalène, c'est votre vie dans Ségalène. Et Gauguin, ça n'est plus un livre sur Gauguin, c'est 3 ans de votre existence terrestre, quoi, finalement, et émotionnelle. Ce qui fait que vous êtes à la fois très prisonnier de ça et en même temps très libre. Très prisonnier parce que voilà, ça a été votre vie, et puis très libre parce que depuis vous avez fait autre chose, donc vous n'êtes pas que ça. Et moi je suis toujours surpris quand les gens me parlent de mes livres, c'est toujours moi et c'est pas moi, c'est-à-dire moi je suis passé à autre chose. Bon, là on parle de Ségalène, mais je travaille déjà sur un autre livre qui est quasiment fini, donc
je suis ravi de parler de Ségalen, Ronnie, ne t'inquiète pas, mais c'est une partie de ma vie, quoi. Mais les années cool, quoi. Et un endroit que vous aimeriez encore Il y a tous les endroits. Alors, comme un vieil éléphant, je pense qu'un jour, je retournerai en Polynésie et je m'installerai en Polynésie et je finirai en Polynésie parce que je pense qu'on est d'une certaine façon étalonné par ces premières impressions et que ces premiers soleils, ces premiers bains, ces premiers sons, ces premières couleurs, je sais pas, c'est comme une disquette, quoi. Elle est formatée à un moment et qu'avec le temps, vous revenez à ça, quoi. Et puis avec le temps aussi, vous condensez. Donc, en fait, c'est comme une respiration, c'est-à-dire vous inspirez et puis après vous revenez vers vous-même, quoi. Comme un lagon, on dit qu'un lagon respire, il reçoit la marée, il la recrache, etc., etc. Et je pense qu'avec le temps, effectivement, on revient vers soi. Et soit d'abord c'est pas grand-chose, mais soit c'est quand même des sensations premières. Et je ne me vois pas mourir autre part que soit en Bretagne, soit en Polynésie. Merci. Mais pour plus tard. Pas tout de suite. Non, on laisse tout de suite. Encore quelques livres. Eh bien voilà, merci à vous, merci Jean-Luc Watalem d'avoir fait le saut de Paris jusqu'ici, parce que demain tu retournes à la rédaction de Géo. Donc merci à vous, merci de la fidélité pour ce premier rendez-vous de la saison, puis on se retrouve le mois prochain en compagnie de Michel Torokens, un auteur bruxellois, autour d'un recueil de nouvelles qui met en scène différentes formes de paternité. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci Jean-Luc.